Bonjour à tous. Et une fois de plus encore, merci d'être là au rendez-vous, malgré l'heure qui est celle d'habitude du déjeuner. On va essayer de remplacer le menu habituel. Alors nous allons accueillir Raphaël Enthoven. Nombreux sont, qui est un livre personnel sur sa maman, puisqu'il a suivi les derniers mois, les derniers instants de sa maman, du début à la fin. Alors, nous connaissons tous, nous sommes tous dans des familles qui perdent leurs parents et évoquent des souvenirs communs. C'est souvent au cours de réunions de famille qu'on évoque ceux qui sont partis. Mais autre chose est de rédiger un ouvrage d'un fils témoin journalier du calvaire subi par sa mère. C'est autre chose lorsque sa mère était proche des dieux, lorsqu'elle était dans son domaine de littéraire, parce que c'était un écrivain, et de musique. C'était pas un professeur de musique, c'était une habitée par la musique. Et c'était quelqu'un dont les connaisseurs de la musique avaient mesuré le génie de ses interprétations. Et on a la terreur d'oublier et de ne plus maîtriser. Et voilà que la maladie va attaquer l'existence même, évidemment, de la vie de cette personne, mais dans ce qu'elle avait de plus cher. C'est-à-dire la main de la pianiste qui se paralysait petit à petit et les pensées de l'écrivain qui devenaient parfois floues. Et son fils Raphaël, qui est probablement, à ce moment-là de sa vie, en tout cas, la personne auquel elle tient le plus au monde, est là. Témoin puissant et pourtant si actif. C'est la première fois que ce philosophe reconnu écrit un livre personnel et aussi intime. Et je pense que, en écoutant Raphaël Enthoven, chaque lecteur et chaque personne ici présente revisitera, se souviendra pour longtemps de la vie de ceux qui ont été proches d'eux. On va écouter Raphaël Enthoven. Quel préambule. Aucune pression. Bonjour à tous. Merci d'être venu jusqu'à Pau. Avec plaisir, toujours. Parce que, voilà, vous êtes personnage occupé, très occupé, et vous avez fait l'effort de venir jusqu'à nous. Et je sais, par avance, que les gens qui sont venus vous écouter maintenant vont être nourris par quelque chose de ce qui a été pour vous un bouleversement et que tout le monde dans une vie d'hommes et de femmes a connu aussi ces moments-là. Non ? C'est difficile d'écrire un livre aussi intime pardon, sans faire le rêve éveillé que le lecteur soit un peu le lecteur de lui-même. C'est vrai. Ma mère disait que le chemin le plus court d'un cœur à un autre, c'est précisément de ne pas mentir. Et que paradoxalement, plus on va vers l'intime, plus on s'adresse à beaucoup de gens. Mais il faut faire cet effort d'absolue sincérité. C'était son optimisme. Elle pariait sur la communicabilité de la sincérité. Et alors, l'une des vertus de ça, c'est qu'elle-même a écrit des livres qui sont remarquables et où elle mettait vraiment l'essentiel d'elle-même. Elle écrivait parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle écrivait parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre, d'une certaine manière. Et donc, quand elle perdait la tête et que j'allais la voir, et que je sortais désespéré de ces entrevues, j'avais la ressource de retrouver sa vraie voix, sa voix claire dans ses livres. Et donc il y a de quoi faire, oui. Oui.
Quand le philosophe de profession, mais qui est aussi le fils de quelqu'un qui va disparaître, est-ce que pendant ces moments-là, il change de ressentiment et de sentiment sur le sens de la vie ou sur les objectifs qu'il se donne? Alors, d'abord, il faut dire qu'on ne se pose pas la question. C'est-à-dire quand l'urgence est d'aider quelqu'un qui souffre et qui souffre tellement, et de lui apporter le peu de réconfort qu'on peut, quand l'urgence est là, on ne se demande pas ce qu'on va en faire plus tard. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas en faire quelque chose. C'est est-ce que ça change la vision que vous avez de vous-même? Ça n'a pas changé substantiellement, parce que la philosophie à laquelle j'ai plaisir à me référer en dernière instance, c'est-à-dire la sous-couche fondamentale, si vous voulez, ça reste quand même Albert Camus, et ça reste l'idée chère à Camus que dans la vie, il ne faut pas se donner de principe plus grand que son caractère. Qui est une phrase qui aide à faire la paix avec soi-même, et en général quand on met la barre trop haut, c'est une phrase qu'il faut lire pour se souvenir qu'on est faillible. Et donc je ne sais, j'ai complètement oublié ta question, pardonne-moi camarade, mais j'étais content de parler de Camus. Est-ce que ça change une dimension dans votre vie personnelle, ce chemin? C'est la mort qui change la dimension dans la vie personnelle. C'est la mort et le mourir. C'est-à-dire, la mort, c'est une chose. Bon, c'est désolant, ça arrive, etc. En général, on fait comme si le mort n'avait pas eu de chance. On dit il est mort le pauvre, comme s'il lui est arrivé un truc extraordinaire. Comme s'il lui est arrivé un truc totalement inattendu, extraordinaire. Il est mort le pauvre, quelle surprise. Rien n'est moins surprenant et tout le monde est concerné, mais enfin, on est quand même surpris. Donc ça, c'est la mort. Mais le mourir est très intéressant parce que le mourir vous disloque patiemment, lentement, vous abîme, vous épuise, vous complique l'existence de façon épouvantable. C'est-à-dire que c'est non seulement épouvantable de se sentir disloqué, mais c'est aussi épouvantable de savoir que la seule perspective que l'on a, c'est la fin de tout ça. C'est-à-dire on en est réduit, quand on accompagne ça, à souhaiter la mort qu'on redoute pour éviter le mourir, pour éviter le trop long mourir, l'indéfini mourir qui patiemment, sans se hâter, vous détruit, parfois vous fait tomber d'un étage. Et donc je n'ai pas substantiellement changé de vision du monde en traversant ça. En revanche, je ne me suis pas soucié de réflexion. Je ne me suis pas soucié de penser. Je me suis juste soucié d'être le greffier de mes impressions et de son cauchemar. Autant que possible, et des moments de joie que cela ménage, des possibilités. Avec la démence vient la poésie, avec la paralysie de la main gauche vient le désir de s'exercer davantage. Avec l'arrivée de la maladie de Parkinson est venue chez ma mère, qui n'avait que cette arme à sa disposition, le désir de se fabriquer un rempart spirituel fait de connaissances, de littérature, d'apprentissage, et un rempart musical. Et les deux ont été balayés. Vous dites quand même, on écrit son calvaire, donc vous parlez de vous à ce moment-là, avec son sang. C'est quand même pas rien. C'est écrire un livre avec son sang, c'est pas je crois l'ordinaire des livres. Ah, je sais pas ça. Si. Je sais pas. On perd toujours des plumes quand on écrit quelque chose. En tout cas, en ce qui me concerne. C'est un épuisement, et j'appelle écrire avec son sang, écrire un texte dont les mots sont aussi près que possible de ce que vous éprouvez, et dont la raison d'être est d'être aussi fidèle que possible à ce que vous avez traversé. C'est ça, écrire avec son sang. C'est pas forcément s'ouvrir les veines pour écrire, non, c'est nourrir le livre de ce que vous êtes au plus profond de vous-même, de l'altérité qui vous compose. C'est nourrir le livre de ça et ne pas tricher avec ça. Voilà, ne pas tricher, ne pas faire joli, ne pas recouvrir la tragédie d'un voile de métaphysique ou de belles pensées, ne pas rendre une bonne copie. Non. Non, conjurer tous ces effets-là pour être au plus près de la catastrophe. Vous disiez tout à l'heure,
que vous avez été greffier, que ce livre, pour vous, avait été un travail de greffe de ce qu'elle a vécu. Et vous y rajoutez, il ne sera pas dit qu'elle soit morte en silence. Ça, c'est un autre devoir que vous vous êtes assigné. C'est-à-dire qu'elle était constituée, ma mère était constituée par le refus du silence. Elle disait, elle aimait la musique passionnément parce qu'elle disait c'est la seule bonne manière de faire taire le silence. Il fallait faire taire le silence, c'est-à-dire non pas le recouvrir de bavardage, mais puiser à l'intérieur du silence la matière de l'harmonie. Que ce soit en littérature, et elle était très camusienne en cela, puisque Camus tirait du silence de sa propre mère qui le regardait jouer sur les lattes du parquet de leur petit appartement, il a tiré du silence de la mère toute une ontologie du silence et l'idée que le réel était silencieux et que le monde ne nous parle pas et qu'il faut accepter de vivre dans un monde qui n'est pas là pour nous faire plaisir. Et ma mère, en camusienne, avait tiré du silence dans lequel elle était née, puisqu'elle est née entre une mère endormie et un père absent. Elle est née dans un silence de tombe quasiment. Elle a retenu de ce silence natal l'injonction de faire taire le silence, tantôt par la littérature, tantôt par la musique. Et j'insiste sur ce paradoxe, faire taire le silence, c'est puiser toutes les harmonies dont il est riche. Et elle avait cette phrase, elle disait « Dans la vie, ce qui est tu, tout ce qui est tu, vous tue ». Et alors, elle avait étendu ce travail de parole jusqu'aux civilisations enfouies. C'est quelqu'un qui, dans ses livres, racontait avec autant de plaisir et d'intérêt sa propre enfance à Vaucresson, au milieu des primes vers et des notes de musique, et des civilisations disparues dont l'engloutissement lui paraissait une catastrophe dont nous n'étions pas assez conscients. Vous avez été greffier de quelqu'un qui était elle-même greffière. Oui, c'est-à-dire que j'ai retenu d'elle, si vous voulez, ma mère était quelqu'un qui pouvait fondre en larmes en parlant de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Elle était quelqu'un qui pouvait pleurer de bonne foi en songeant que des millénaires de culture tiennent en 2 lignes dans un manuel d'histoire, si vous voulez. C'est quelqu'un qui pouvait pleurer en pensant que nous étions assis sur des montagnes d'amnésie sans en être nous-mêmes conscients. Elle dit « Les 9/10 du savoir ont disparu et pourtant nous sommes là comme si nous étions pleins ». Elle vivait cela comme une tragédie. Et donc elle assignait à l'écriture, comme à la mémoire, la tâche de maintenir vivace, pas simplement de ressusciter, de maintenir vivaces les émotions anciennes, les émotions antiques, les odeurs anciennes et les textes anciens. Et elle s'était donné ça pour but. Et quand elle a perdu la mémoire, je me suis retrouvé légat de sa propre mémoire. Et d'une certaine manière, j'ai essayé d'appliquer à l'existence qui était la sienne ou qui avait été la sienne le même traitement que ce qu'elle avait fait avec Pic de la Mirandole ou avec Homère. Voilà. Est-ce que on a l'impression que, comme vous en parlez maintenant, il n'a pas été plus difficile pour vous d'écrire ce livre que les autres, tellement vous saviez ce que vous aviez. Alors c'est très étrange. Quand elle est morte, je me suis jeté sur ces livres que je connaissais déjà fort bien pour les avoir beaucoup lus, mais là je me suis jeté dessus, stylo à la main, pour tisser des passerelles entre ces livres de manière à obtenir une pelote métaphysique. Je parle de sa trilogie du piano, pardon. C'est les 3 textes qu'elle a écrits sur le piano, La beauté du geste, Crescendo et Lettre ouverte à ma main gauche, qu'elle a écrite quand elle a commencé à avoir la maladie de Parkinson et que sa main gauche tremblait, donc elle engueule sa main gauche. Et j'ai travaillé sur ces 3 textes en tissant entre eux des passerelles indéfinies pour essayer d'obtenir des invariants dans sa façon de penser. J'y ai ajouté la lecture de Clandestine, qui est sa petite autobiographie, et son livre sur Pic de la Mirandole, qui est magnifique. Et j'avais tout ça dans les mains, et j'avais le greffe de son calvaire. Voilà, c'est les éléments que j'avais. Et alors, quand elle est morte, je me suis jeté sur tout ça, j'ai tenté de donner une forme à tout ça, non pas parce que j'y trouvais une consolation, mais parce que c'était une façon pour moi de moins le subir. Il ne s'agissait pas de me consoler, il s'agissait de respecter l'originalité de ma souffrance.
et tout en la subissant un peu moins. Et le livre, alors c'est ça qui est étonnant, je pensais que j'étais un jour, j'avais écrit la fin. Et je pensais vraiment que j'étais en bas de la montagne, hein, que je commençais à peine l'écriture du livre, même si j'avais la fin. Et comme j'avais la fin, je décide de relire tout ce que j'ai. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai fini. J'ai fini. Le livre que je croyais être sur le point de commencer était déjà terminé. J'avais fini. Et il avait, à peu de choses près, la forme qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est inexplicable. Hein. Ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais les choses les plus inexplicables sont les plus importantes, souvent. Ce qui a besoin d'être expliqué ou démontré ne vaut pas grand-chose, disait Nietzsche. Voilà. Exactement. Vous savez, c'est juste une phrase de votre livre, mais ça en dit plus sur vous que les livres que vous avez écrits avant. Vous êtes dans sa chambre et vous dites « je lui massais les mains ». Quand on lit ça, on se dit Enthoven, c'est quelqu'un d'autre que celui qu'on a lu. Ah, ça, je ne sais pas. Vous me connaissez mieux que moi. Non, ce que je veux dire, c'est que les mains de la pianiste étaient très importantes. Elle a décrit ses mains plusieurs fois. Et elle avait des mains d'une agilité extraordinaire. Et c'était une pianiste exceptionnelle. Et j'étais fasciné par ses mains, bien sûr. Et seulement, voilà, elle a suffisamment vécu pour être malade. Et ses mains congelées par le Parkinson, je les décris aussi. Et je décris aussi l'effort qu'il fallait faire pour essayer de gratter le moindre petit bout de chair dans ses mains squelettiques et recourbées sur elles-mêmes, pour essayer de les détendre autant que possible, ce qui était presque douloureux pour elle, et que je faisais pendant des heures. Et si vous voulez, c'est tout l'intérêt de la littérature, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les mains qui s'abîment, et puis il y a les mains que vous avez réussi à décrire. Il y a les mains que vous avez réussi à décrire tant qu'elles jouaient. Et encore une fois, ceci n'est pas une consolation, mais c'est une façon de trouver la joie au milieu même du désarroi. L'intérêt d'un livre, c'est que vous êtes le contemporain de tous les chapitres. Si vous racontez votre enfance, vous êtes le contemporain de votre enfance. Si vous racontez votre mort, vous êtes le contemporain de votre mort, et ainsi de suite. Et donc j'étais le contemporain de moi-même, petit enfant qui regardait ses mains magiques sur le piano, comme de moi-même, vieil adulte, qui essaie de lui masser les mains à la recherche d'un petit morceau de chair. Vous posez une question qui l'a traversé d'abord, et peut-être qui vous a donné à réfléchir sur la traversée chez vous-même. Comment cesser d'être soi? Comment cesser d'être vivant, comme était votre mère, et cesser d'être soi? Comment accepter cette chose plus folle que la mort encore? Vous posez jamais les mêmes questions que tout le monde. Il y a une certitude, c'est que si je discuter avec Philippe Lapousterle, c'est accepter d'être déstabilisé par les questions qu'il vous pose une fois pour toutes. Donc il faut faire son deuil des trucs qu'on a préparés ou qu'on a pensé qu'on dirait. Vous voyez ce que je veux dire? On se retrouve confronté à des vraies questions, quoi, en fait. Des vraies questions. Alors je vais essayer de vous répondre vraiment. La difficulté n'est pas de cesser d'être soi. La difficulté, c'est qu'on n'y arrive pas, justement. C'est qu'on n'y arrive pas. Et c'est que c'est... Si vous voulez, il y a un double mouvement, quoi. Il y a à la fois le fait qu'on n'arrive pas à s'échapper de soi-même et qu'on est prisonnier de soi-même. Et il y a le fait augustinien, décrit par saint Augustin, l'expérience de l'intimité, qui est une expérience de l'altérité. Dans le cas d'Augustin, il parle de intime, c'est là qu'il forge le superlatif intimus, et il le met avec une majuscule dans les confessions, parce que l'intime, c'est l'autre nom de Dieu. Ce qui est important ici n'est pas qu'il s'agisse de Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'un autre. Qu'à l'intérieur de soi, quand on s'explore, on découvre une altérité. Et l'intimité est une altérité. Et par conséquent, s'explorer, c'est s'altérer soi-même, suivre le mouvement de sa propre altération.
Au passage, que reste-t-il du racisme si on part du principe que l'intimité est une altérité, évidemment. Mais ça, c'est une autre question. Mais donc, c'est Augustin qui théorise ça. Et je dois dire que dans mon cas, quand il y a un chapitre où j'essaye de découvrir ma langue première, ma langue natale, ma langue fondamentale, et je m'aperçois à ce moment-là que c'est la langue de ma mère, que c'est une altérité. L'intimité est une altérité. Ce qu'on a de plus profond est aussi ce qui nous altère le plus, et non pas ce que nous avons de plus fixe. De plus fixe et de plus visible. Vous étiez proche de votre mère, vous étiez très proche. Après avoir été... elle vivait avec un beau-père à une époque, vous étiez très fâché, vous avez quitté la maison, vous êtes allé chez votre père à ce moment-là. Un paradis, dites-vous, comme ça, où vous n'aviez plus à affronter un beau-père difficile. Et vous dites de manière curieuse, et ça m'a intéressé aussi, quand vous êtes allé chez votre père, pour avoir le calme de la famille normale, vous étiez proche de ses idées, et des idées qu'il défendait à l'époque. C'était BHL, le tiers-mondisme, etc. Et vous dites que 2-3 années après, vous avez complètement changé, vous dites c'est pas mon père qui a raison, c'était ma mère. Non, alors c'est un peu différent. D'abord, il faut dire une chose, c'est qu'avec ma mère, on a purgé plusieurs vies d'engueulades, tellement on s'est disputé. Plusieurs vies d'engueulades. J'ai passé une enfance de merde dans un endroit que je détestais, qui était chez elle, où j'étais battu par mon beau-père. Enfin, c'était des violences éducatives ordinaires. Hein. J'étais pas. Oui, c'était pas. On m'a pas cassé le poignet, on m'a pas écrasé des mégots sur le bras, on m'a pas enfermé dans un cagibi, mais on me tapait dessus. Et ma mère validait tout ça, etc. Je lui en ai voulu énormément et je ne l'ai pas vue pendant 3 ans. Mais quand on s'est retrouvés ensuite, qu'elle était séparée du brutal, et qu'on s'est retrouvés, alors là, on s'est retrouvés vraiment pour le meilleur. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'assez vite, une fois la relation reconstruite, nous ne parlions plus que d'autres choses. Un fils et une mère qui ne te parlaient pas de la relation fils-mère. Un fils et une mère qui faisaient l'économie de cela. On était ailleurs, on parlait d'autre chose. Et alors, quand j'ai 12-13 ans, je quitte la maison maternelle pour aller chez mon père. Et j'adopte, en adoptant une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, j'adopte également le langage qui va avec, le lexique qui va avec. Et à l'époque, dans l'univers de mon père, le lexique qui était omniprésent, c'était celui de la gauche antitotalitaire, c'est-à-dire très exactement Bernard-Henri Lévy. Et il était physiquement présent et il était intellectuellement très présent, très présent. Et de sorte que j'ai développé en adolescent modèle une sorte de socialisme de la pensée. J'appelle socialisme de la pensée l'art de répondre à toute question par « oui, d'accord, mais enfin tout de même ». Vous voyez, la guerre en Ukraine, il faut armer l'Ukraine, oui, d'accord, mais enfin tout de même. De là à faire la guerre. L'économie de marché, oui, d'accord, bien sûr, mais enfin tout de même. Le marxisme, oui, d'accord, mais enfin tout de même. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le socialisme, l'art de répondre oui, d'accord, mais enfin tout de même, à toute question qu'on lui pose. Cette mollesse ontologique du socialisme. Bref, j'étais pétri de ça, imbu de ça, et quand je passe la grègue, j'ai 23 ans, j'ai tout mon système confortable de bons sentiments pour moi, et je me mets à lire Nietzsche, Spinoza, Leibniz, et là je découvre une autre façon de penser, plus vigoureuse, plus énergique, plus franche du collier, et je tombe amoureux de Spinoza, littéralement amoureux, physiquement presque amoureux. Et je m'imprègne de ça. Il était au programme de la grecque. Coup de bol, je rate la grecque. Je la repasse l'année d'après. Il était toujours au programme. 2 années de Spinoza à haute dose. Et Spinoza et Nietzsche. Et je mange ça. Et je m'en porte 1000 fois mieux. Et surtout, j'adopte un autre système, une autre façon de penser. Et j'ai très clairement, à ce moment-là, l'impression de m'encanailler.
l'impression de me dévergonder. Ah mais oui, carrément, j'avais l'impression de faire du porno, si vous voulez, parce que c'était pas du tout ma langue natale, c'était pas du tout... Et je lis les livres de ma mère, et je découvre, en lisant les livres de ma mère, que la langue que je croyais adopter à 25 ans comme une seconde peau était en réalité ma langue maternelle. C'était comme ça qu'elle pensait, c'était à ça qu'elle se référait, c'était comme ça qu'elle écrivait. Et la proximité extraordinaire que j'ai eue à ce moment-là avec ces livres est une proximité d'ordre intellectuel, d'ordre aimant bien sûr, je lisais avec intérêt ces livres, mais je découvre à ce moment-là en les lisant, en relisant ceux que j'avais, en lisant les nouveaux, qu'en réalité nous avons les mêmes préoccupations, les mêmes soucis, et que c'est moi qui... Et comme si... Dans l'intervalle d'une enfance assez malheureuse, elle avait réussi à me distiller quelques éléments de sa façon de voir qui n'attendaient que quelques livres, quelques décennies plus tard pour germer. Et c'est ça qui s'est passé. C'était ma langue maternelle. De sorte que ce n'est pas tellement un choix entre la mère et le père, c'est plutôt la découverte d'une antériorité fondamentale de la langue maternelle. Voilà, ce qui est pour moi tout à fait nouveau. J'ai toujours cru que j'étais un Antoven. Et en fait, j'étais un Gradvol. Voilà. Gradvol, c'est son nom. Oui. Et ça vient d'un... Catherine David, c'est son nom de... Catherine David, c'était son nom de scène, c'était son nom d'artiste. Oui. Et elle s'appelait Catherine Gradvol. Ça lui vient d'un bisaïeul qui est mosellan, qui au moment de... Quand la Moselle était allemande, les Allemands ont voulu donner l'état civil aux Juifs. Et donc il est allé et ils ont demandé aux gens comment il s'appelait. Et mon ancêtre a répondu « J'en ai strictement rien à foutre », ce qui se disait dans son patois « Sistmir Gerat et Fall » ou je sais pas, bref, un truc comme ça. Et donc le type a noté « Gradvol », ce qui veut dire « rien à foutre ». C'était son nom. Comme quoi, hein, la vie est étrange, des surprises. Il y a une scène que vous racontez dans le livre et dont je n'ai pas bien compris comment vous l'aviez vécue. À un moment, dans ces derniers jours, vous êtes dans sa chambre et arrive votre père et celui qui a été votre beau-père qui vous battait toute la journée dans le KGB. Bon. Donc, qui vous corrigeait, on va dire, comme on disait avant. On corrigeait les jeunes quand ils... voilà. Et donc vous J'ai été beaucoup corrigé, comme une erreur. Pas assez peut-être, vous en commettez. Probablement pas. Vous en commettez encore. Cette scène-là, votre mère, comptant les jours, et les trois hommes qui ont été voilà, le plus proches de sa vie, de les voir ensemble dans la même pièce, qui se détestaient, enfin qui étaient hostiles souvent l'une à l'autre. Comment vous l'avez vécu cette scène? Elle est arrivée par hasard. Ma mère, il faut comprendre que les maladies de Parkinson, enfin les maladies neurodégénératives sont à la fois fulgurantes et lentes. C'est fulgurant parce que soudain vous descendez d'un étage que vous ne remontez plus jamais, et parfois c'est très lent. Et chaque fois que ma mère se cassait la gueule, se cassait le poignet, se fêlait une côte, ou etc., elle devait aller en rééducation. Elle descendait d'un étage, elle remontait plus, et elle se retrouvait en rééducation. Et elle s'est retrouvée un moment au centre de rééducation fonctionnelle de Villiers-sur-Marne. Centre de rééducation fonctionnelle oui, c'était Villiers-sur-Marne. Et là-bas, et il y avait c'était en pleine, il y avait le Covid, les gilets jaunes. Enfin, c'était un bordel pas possible. Aller là-bas était extrêmement compliqué, etc. Et il y avait plus de taxi, il y avait plus de métro, il y avait plus rien. Et mon père m'emmène en voiture, donc on fait le trajet là-bas. Et on arrive là-bas dans sa chambre. Ma mère passait ses journées absolument seule dans cet endroit lugubre entre tous. Et on arrive là-bas, et qui on trouve là-bas? Mon beau-père, qui se trouvait dans la pièce au même moment. Et en soi, la chose est intéressante parce que des gens qui se détestent autant, qui se sont autant détestés, qui se trouvent tous les quatre dans la même pièce, incroyable, qui se sont autant bagarrés, qui se retrouvent
penché au chevet d'une grande malade, il y avait quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et moi, j'aurais aimé que ce moment soit presque un moment de réconciliation, d'une certaine manière. Il y avait un ashkénaze et un séfarade dans la même pièce. C'était déjà... Bon, donc on partait bien. Il y avait un père et un beau-père, un ashkénaze et un séfarade. Il y avait tout ce qu'il fallait pour une belle réconciliation, sertie dans des blagues juives, avec un peu de rigolade par-dessus tout ça, et le sentiment que la vie est quand même un scénariste intéressant. Eh bien non. Non, parce que ce jour-là, ma mère, pour qui c'était trop d'informations en même temps, avait décidé de se sentir mal, et donc elle capturait l'attention uniquement par ses complaintes et par ses doléances, en disant qu'elle était mal assise, mal allongée, qu'elle avait mal aux pieds, qu'elle avait mal à la main. Elle faisait chier, quoi. Bon, franchement. Vous voulez se débarrasser de vous, quoi. C'était la façon qu'elle avait trouvée de gérer une situation tout à fait impossible en réalité. Et donc on est tous passés à côté de ce moment, ce qui rend la chose romanesque, du coup. La chose mérite d'être racontée parce qu'elle n'a pas été ce qu'un fils, scénariste, ce qu'un scénariste aurait pu inventer. Voilà. Mais la défense de votre mère est sublime. De dire oh, qu'est-ce que ça va mal, etc. C'est sublime comme réponse. Elle aurait pu essayer, tenter. Non, elle a compris que seul le silence pouvait non pas vous réconcilier, mais vous éviter de vous battre. Ouais, elle n'a pas cherché à plaire ce jour-là, quand même. Hein. Bon, mais c'est vrai que c'est beau. De toute façon, ma mère était maladroite, gaffeuse. Albatros. Donc, pourquoi vous avez appelé précisément à cause de ça, peut-être, le livre L'Albatros? Oui. J'ai appelé ça. C'est l'image qui la résume à vos yeux. L'albatros, il ne faut pas chercher midi à 14h, hein, c'est l'oiseau baudelairien qui, quand il est au ciel, se rit de l'archer, n'est-ce pas, le prince des nuées, mais dont, exilé sur le sol au milieu des huées, les ailes de géant l'empêchent de marcher. Et ma mère était de cette espèce, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui s'était vraiment mal arrangé la vie. Elle était gaffeuse, elle était maladroite, elle arrivait toujours en retard, elle partait toujours à l'heure à laquelle on devait arriver. Toujours. Elle vivait seule à Montmartre, loin de ses enfants, elle s'en plaignait. Elle s'était mal arrangé la vie. Mais, de retour à son bureau ou devant son piano, elle tutoyait les dieux. Et elle faisait des merveilles. C'était la revanche de l'albatros. Elle est faite de ces deux instances, une profonde maladresse et une extrême agilité. Les deux voisinaient à l'intérieur du même personnage. Et tout ça, je trouve, même si je ne m'explique pas vraiment pourquoi j'ai écrit ce livre, mais en le disant, en la décrivant, je me dis que tout cela méritait d'être dit, justement. Et que c'est pas parce que les gens sont morts qu'il faut renoncer à faire connaissance avec eux. C'est vrai. Mais une connaissance encore plus fine que quand elle était vivante. C'est ce qu'elle dit elle-même. Elle dit la phrase, c'est... Attends, elle dit ça. Elle dit... Ah, le début, là, c'est magnifique, ça. Les gens disparaissent. On les écoute, on les regarde, on les aime, on s'inquiète pour eux. Un jour, ils ne sont plus là, évaporés, évanouis, absents. Alors, on commence à les entendre. C'est votre mère qui avait... C'est en italique. Oui, votre mère qui a écrit. Tout ce qui est en italique dans le livre, c'est de ma mère. C'est de la bouche de votre mère. Oui, tout à fait, oui. De votre mère. Et ensuite, il y a des guillemets, donc, et il y a en italique ce que vous avez retenu de ce qu'elle vous a dit. Non, en italique, j'ai mis des passages de ses livres, j'ai mis des passages de son journal intime, j'ai mis des phrases qu'elle avait pu prononcer. Et je me suis aussi servi de l'italique pour retranscrire les discussions que nous avions sous démence à Cœur de Lévis. Parce que il y a, même quand quelqu'un est dément et vous arrivez dans sa chambre et elle vous demande de fermer la porte de l'avion, si vous voulez, il y a une cohérence à tout cela. En fait, voilà, je raconte à un moment que de temps en temps, quand elle disait n'importe quoi, comme j'étais furieux d'être là, comme j'en avais marre de m'occuper d'elle, comme tout ça m'ennuyait au plus haut point, etc., je faisais le
le demi-habile, et je lui disais « Mais non, ce que tu racontes est impossible. Non, tu ne peux pas avoir vu ta mère ce matin, elle est morte il y a 10 ans. Donc c'est pas vrai, c'est impossible. » Donc je faisais le méchant. Tu ne peux pas avoir vu ton père, il est mort en 86. Je faisais le méchant qui lui rappelle le réel. Et puis de temps en temps, quand j'étais de meilleure humeur, je jouais le jeu tout simplement de son délire. Et là, on partait dans des discussions sublimes qui avaient leur cohérence. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire, ce sont des discussions qui pouvaient s'épanouir à partir du moment où on acceptait la convention qu'elle posait au départ et qui ensuite donnait libre cours à des remarques intéressantes et à des déclarations d'amour où, pour le coup, elle était tout entière, tout à elle-même. Et c'est vrai, quand on a quelqu'un de dément à veiller, la tentation est grande pour le punir d'être comme il est et de nous infliger tout ça, de lui rappeler le réel. Et en général, on se rassure quand on le fait en se disant « il faut bien que quelqu'un lui dise, merde !» Eh ben non, il ne faut pas que quelqu'un le lui dise, parce que quand on est dément, et le pire est d'en être conscient. Et il faut au contraire accompagner ce mouvement irréversible, l'accompagner autant que possible pour récupérer, récolter ensuite les fruits de notre propre bienveillance. Et ça, c'est un truc que j'ai appris au contact de la maladie. On apprend beaucoup au contact de la maladie. Je suis sûr que tout. Ça a transformé beaucoup de choses chez vous. On apprend tout. On apprend que les malades et les vieillards, c'est pas le passé, c'est l'avenir. C'est pour ça que moi, ça m'éclate, si vous voulez, le communautarisme jeune qui s'oppose aux vieux. Je veux dire, qu'on soit raciste, passe encore. Non, mais vous êtes blanc, vous n'aimez pas les noirs. Vous êtes noir, vous n'aimez pas les blancs. Vous n'êtes pas malin. Mais vous ne risquez pas de devenir ce que vous haïssez. Vous êtes jeune, vous n'aimez pas les vieux. C'est votre avenir que vous conchiez. C'est pas votre passé. Et juste pour en revenir à la question de la maladie, les malades, les grands malades, sont l'avant-garde. Leurs caprices sont sacrés. Ils expérimentent pour nous le problème de vivre trop longtemps. Ils l'expérimentent avant nous. Il faut veiller les malades, protéger les malades. C'est l'avenir, c'est pas le passé. Et ça fait partie des choses qu'on découvre, ça. Vous savez, j'imagine que beaucoup de gens se disent, et peut-être vous-même parfois, on ne sait jamais, un philosophe peut avoir des idées qu'on ne connaît pas. Pourquoi j'ai fait ce livre? Vous avez vos raisons personnelles. Mais je vous parle là d'autre chose. La raison objective de l'écrivain que vous êtes, qui prend soin d'écrire ce livre, c'est que vous réveillez chez tous vos lecteurs et tous ceux qui vous entendent aujourd'hui, vous réveillez quelque chose dans chacun de ces lecteurs. Vous n'êtes pas seul à vivre avec tout ça. Vous avez, de votre formation, de la manière dont vous réfléchissez, vous transportez chez des milliers de personnes des réflexions sur ce thème. C'est ça le travail que vous avez fait, c'est ça le roman. Et c'est ça qui en fait une œuvre collective, si j'ose dire. Vous transformez votre chemin personnel en question collective. J'aime l'idée d'une œuvre collective. Pas dans l'écriture elle-même, même si dans l'écriture, vous écrivez un livre comme ça, sous la dictée de tous les fantômes qui vous hantent. Donc vous êtes pour vous-même une foule. Exactement. Et en acceptant d'être cette foule, il arrive qu'on trouve les mots qui permettent de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est là que l'œuvre redevient collective. Donc elle l'est deux fois. Elle l'est par les conditions de sa rédaction. Un livre intime est forcément l'œuvre collective d'un individu.
Et elle l'est aussi par les conditions de sa réception et le fait que ce dont il est question dans ce livre, d'une certaine manière, et sans l'avoir voulu, nous concerne évidemment tous. Exactement. Alors, je profite du fait que vous soyez là et que vous ayez une vie publique et une expression publique, à l'intermédiaire du journal Franc-Tireur et de vos écrits en général. Et je voulais m'adresser au philosophe que vous êtes, qui a commis quelques erreurs récemment, mais qui n'enlève rien à une erreur notamment récemment, que comme vous l'avez reconnu, et que tout le monde commet des erreurs, bien, on peut se permettre de penser que tout le monde a droit à l'erreur, y compris les philosophes de votre niveau. Il y a en ce moment, vous êtes relativement jeune parmi les philosophes, et il y a en ce moment... De moins en moins, quand même. Oui. Ça fait très longtemps que je suis jeune. Oui. Mais vous avez conservé, par votre rôle public, par votre parole publique, un contact avec des gens. Alors je voulais vous poser une question. Vous êtes philosophe et vous avez en face de vous, en France, des millions de jeunes qui ont l'impression, le sentiment de vivre l'époque la plus catastrophique que l'humanité n'ait jamais connue. La Terre risque de disparaître sous les effets de l'écologie malmenée. La guerre est de retour à nos portes. Les puissants mangent les petits. L'intelligence artificielle. J'allais dire l'intelligence artificielle à laquelle qui nous dépossède complètement de notre rôle et de nos fonctions. Alors vous avez en France tous ces jeunes-là, et j'ai envie de vous demander à vous, philosophes, vous avez à leur parler, que leur dites-vous aujourd'hui ? Je leur dirai d'abord qu'il ne faut pas prendre leur jeunesse pour une vertu en soi, parce que c'est une qualité hautement provisoire. Et que la moindre des prudences est de savoir que ça ne dure pas au lieu de vouloir en faire un principe. Je leur dirai aussi qu'à toutes les époques, il y a eu des gens pour penser que c'était mieux avant. À toutes les époques, sous le siècle de Périclès, il y avait des gens pour dire c'était mieux sous Solon. Il y a toujours eu des gens, des Finkielkraut, je le dis avec vénération, il y a toujours eu des gens pour dire, des Finkielkraut, pour dire que c'était mieux avant et que notre époque, pour regarder notre époque avec l'œil de celui qui considère que toute perte est une décadence. On peut tout à fait regarder les choses comme ça. Et je leur dirais aussi que le pessimisme qui est le leur est extraordinairement confortable. Le pessimisme, c'est une jouissance logique. Vous savez, c'est l'épitaphe de l'hypocondriaque, hein. Je vous l'avais bien dit. Voyez, le pessimisme est une jouissance logique. Quand on prédit le pire, on est sûr d'avoir raison un jour. Guitry raconte comme ça l'histoire d'un journal qui avait titré sur la mort de Victor Hugo en 1878. Victor Hugo n'était pas mort. Quand en 1885 il meurt, les gens ont dit ah, nous étions les premiers. Il dit bah oui, il fallait bien que ça arrive un jour, si vous voulez. Eh bien, donc je leur dirais que le pessimisme est une jouissance logique. Je leur dirais également que la radicalité est chose confortable. Que l'avantage de la radicalité, c'est que quand on veut tout changer, on se satisfait de ne rien changer du tout avec bonne conscience en plus. Que la radicalité est une affaire confortable, que c'est un truc de bourgeois, la radicalité. Que la difficulté dans l'existence, c'est d'être pondéré, c'est d'être modéré, ça n'est pas d'avoir des idées tranchées. Les idées tranchées, tout le monde peut les avoir. Enfin voilà, je dirais qu'ils font chier, quoi. Franchement, il y a un moment, je suis, mais je le dirais autrement. Je leur dirais pas comme ça. Vous êtes débordé par ça. Elle vient d'où cette colère c'est pas une colère de philosophe, c'est la colère de quelqu'un de... Non, c'est que, si vous voulez, j'ai deux adversaires, le goût de l'absolu et le goût de l'opposition. Le goût de l'absolu, parce que c'est une maladie plus répandue que la grippe, qui donne à celui qui l'éprouve le sentiment d'être exceptionnel.
Ça, c'est extraordinaire. C'est un truc que tout le monde a en partage, mais que immanquablement, on ne peut pas éprouver sans se sentir unique de son camp. Ça, c'est le goût de l'absolu, la maladie de l'absolu, vouloir tout changer, vouloir changer de monde, etc., etc. Non. Changer la vie, oui, disait Camus, mais non le monde dont je faisais ma divinité. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. En revanche, donc le goût de l'absolu et le goût de l'opposition. Le goût de l'opposition, c'est le sentiment qu'on se constitue par le rejet radical de la position d'en face, si vous voulez. C'est l'identité qu'on agrège à coup de refus, à coup de détestation, à coup de haine. Or, au paradigme de l'opposition, il faut inlassablement substituer le paradigme de la contradiction. Parce que quand on contredit quelqu'un, on l'élève au rang d'interlocuteur. On fait de l'ennemi un adversaire. Et la seule victoire à laquelle on puisse prétendre en démocratie, la seule vraie victoire, ça n'est pas la victoire d'une idée sur une autre, parce que des idées, on en a tous et différentes. C'est pas la victoire d'une idée sur une autre, c'est la victoire d'une démarche sur une autre. C'est la victoire de la contradiction sur l'opposition. Donc je parie sur les vertus de l'école et de la dialectique inlassablement. Ça n'a pas tout changé, ça? Platon raconte dans le Phèdre, à la toute fin du Phèdre, la rencontre entre le pharaon Thammuz et Thoth, le dieu Thoth. On connaît mieux Thoth, mais il s'appelle Thoth dans le texte de Platon, Thoth. Et le dieu Thoth, qui est entre autres l'inventeur de l'écriture, se présente à Pharaon et lui dit, voilà Pharaon, j'ai mis au point un outil extraordinaire qui permet de sauver la mémoire. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle l'écriture. Et il trace ses premiers hiéroglyphes sur les tablettes. Et Pharaon, qui est pas con, lui dit, mon bon, tu es mauvais juge des effets de tes inventions, car ce n'est pas la mémoire que tu viens de sauver, c'est l'oubli. C'est l'oubli. Puisque désormais on va déléguer à la tablette le soin de s'en souvenir à notre place. Notre place, on délègue. On délègue. On délègue à ChatGPT le soin de faire une disserte à notre place, on délègue à la tablette le soin de se souvenir à notre place, on délègue à notre smartphone le soin de se souvenir de l'événement mémorable qu'on a photographié, pas pour s'en souvenir, mais pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir l'oublier. Le syndrome de Thoth, c'est-à-dire celui de la paresse acquise par l'outil qui nous permet de ne pas se fouler, le syndrome de Thoth, il est omniprésent aujourd'hui. Sauf que c'est comme ça que la différence se fait. Un élève qui fait faire ses dissertes à la maison par ChatGPT est nul le jour où il doit être sur table. Il est nul, il perd 2 fois du temps. Par le temps de la requête, par le temps de l'adaptation du texte proposé à ses propres fautes d'orthographe, au lieu de se donner la peine d'apprendre et de composer par lui-même quelque chose. La différence se fera là-dessus, entre les hyper paresseux et les paresseux malins. Voilà. Il y aura, de toute façon, tout le monde sera paresseux. Sera paresseux, mais il y a des paresseux qui sauront de temps en temps fournir l'effort nécessaire, verront l'utilité de cet effort, et c'est là que la différence se fera. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Raphaël Enthoven, mais vous avez 2 tons dans la voix. Quand vous parlez de choses importantes et de la vie, et quand vous vous mettez en colère pour vos contemporains. Vous avez 2 tons différents. Si on mesurait l'écho de votre voix, je ne sais pas si vous êtes aperçu d'un surgissement d'énergie énorme lorsque vous vous êtes mis en colère. Mais j'ai trouvé que votre colère avait du juste, un peu différent. Je dirais, tout le monde a l'impression que c'est la fin du monde et que personne n'a vécu avant. En ce moment, parce que nous sommes d'une génération qui a connu la paix depuis très longtemps, des super gâtés de la planète, il faut le dire. Cette génération-là souffre peut-être vraiment plus que... Cette génération-là est beaucoup moins à plaindre que la génération de la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin nous a confrontés au péril vertigineux de la fin de l'histoire, c'est-à-dire d'un monde qui était à lui-même sa propre promesse. Un monde sans au-delà. Vivre en démocratie, c'est vivre dans un espace dont l'horizon est clos. C'est un monde qui ne promet que sa propre perpétuation. Il faut être très fort pour trouver le désir de ce qu'on a déjà
la liberté qu'on a déjà, et d'un monde qui ne promet que lui-même, d'un monde sans au-delà. La position de l'homme démocratique est une position absurde. L'homme démocratique, c'est celui qui lutte pour un monde qui ne promet que lui-même. Et donc il est extraordinairement difficile d'être démocrate dans une période, et alors ce sentiment-là est accru par la fin de l'histoire et par le sentiment que la démocratie va gagner partout. Ce qui peut arriver de meilleur à une civilisation qui a été atrophiée par cette liberté acquise, c'est une menace objective sur sa liberté. Or, c'est exactement ce qui arrive. La liberté est plus facile à défendre qu'à maintenir. Nous avons désormais à la défendre. C'est ce qui a changé depuis 2022. Ben, c'est ce que Camus a dit. Nous sommes une génération qui n'aura pas pour objectif de changer le monde, mais de le conserver. Et de sauver ce qui peut l'être. Et de sauver ce qui peut l'être. Camus est 2 fois le philosophe de notre époque. D'abord parce que par la figure de Sisyphe, il montre comment on peut trouver de l'intérêt pour ce qu'on possède déjà, comment on peut avoir le désir de ce que l'on a et lutter pour ce qui est plutôt que pour ce qui n'est pas. Il montre ça, et il montre aussi dans l'homme révolté le danger qu'il y a à se révolter par haine et non par amour. Et quand tant de gens sont constitués par leur détestation, la lecture de l'homme révolté a la valeur d'un vaccin. Exactement. Alors, je vais vous dire l'intérêt de ce livre, parce que c'est ça qui était l'essentiel de notre conversation, même si le reste était très intéressant, c'est que je suis sûr que dans la salle et dans ceux qui écoutent ailleurs, dans d'autres salles, tout le monde a partagé votre livre, tout le monde a pensé à sa mère, tout le monde a pensé à ses enfants, et tout le monde non seulement a pensé, mais a pensé que peut-être les choses devaient changer de leur part, etc. C'est le genre de livre, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a que l'intime qui est universel. Il n'y a que l'intime qui touche tout le monde à la fois, jeunes, vieux, malgré votre détestation des jeunes, vieux, tout le monde. Et donc... non, je ne déteste pas les jeunes. Je déteste pas les jeunes. J'ai un problème vous leur en avec... voulez. Non. J'ai un problème avec les adolescents. J'appelle... Vous en avez combien? Je ne compte plus. Non, il faut que les gens sachent, il en a 5. J'appelle adolescents, mais il y en a qui sont plus loin que ça. Oui. J'appelle adolescents cette disposition du caractère qui, à tout âge de la vie, vous donne le sentiment que vous existez en vous opposant. Voilà, j'appelle adolescent ça. Donc il y a des gens qui meurent adolescents. Beaucoup même. Quelques-uns. Qui votent adolescents. Alors, vous allez pouvoir maintenant échanger directement avec Raphaël Enthoven dans la grande salle d'à côté où il va signer, dédicacer ses livres. Et je voulais dire que, après vous avoir écouté, j'aurais beaucoup regretté que vous ne puissiez venir. Vraiment. Merci de l'invitation. Un bonheur. Merci à tous. Je ne suis pas tout seul, apparemment. Mesdames, Messieurs, les personnes qui souhaitent poursuivre cette rencontre avec Monsieur Enthoven peuvent se rendre dans la librairie éphémère pour une séance